Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être, suite à cette intervention. Oui. Alors, je vous passe le micro, parce que comme c'est enregistré, je vais faire la navette. Oui, je voulais savoir si Henri-Jacques Lemaître a été copié. Par rapport à alors je pensais au chalet du skieur, par exemple. Non, mais je veux dire, comment ça se passe depuis qu'il ne produit plus et comment. Là, on est quand même si quelquefois on a de tout petits chalets, hein, puisque le chalet que je vous ai montré en face du sanatorium n'a pas 50 mètres carrés à la base, hein, et on pouvait quand même loger 11 personnes, au moins 11 ou 12 personnes confortablement dedans. C'est-à-dire que vous avez des chambres, bien sûr, un peu type wagon-lit, hein, avec des lits superposés, etc., mais des espaces de vie qui sont tout à fait adaptés pour recevoir une dizaine de personnes. Alors, bien sûr, il a été copié, mais c'est copié et à la fois extrêmement décrié, puisqu'il invente ce qu'on appelle un type architectural, hein, je vous citais le type architectural de Palladio aussi, c'est-à-dire des choses qui se ressemblent, hein, avec un socle en pierre ou en granit de Combloux, ou alors avec un enduit gris, ou avec des volets qui sont aussi peints en gris pour faire disparaître ce socle et mettre en évidence donc l'étage qu'on peut nommer étage noble, et très souvent un ou quelquefois deux niveaux de chambre dans les combles. Donc il y a quelque chose que l'on peut décrire très précisément comme un type de chalet le même et qui va être repris. Par contre, vous avez ces détracteurs qui disaient de lui qu'un chalet le même est toujours le même, hein, puisqu'il se ressemble. Et du point de vue théorique architectural, c'est un compliment, puisque ça veut dire qu'il a inventé un certain type de bâti, d'édifice. Alors bien sûr, non seulement il est copié, mais il va apprendre aux menuisiers locaux ce qu'il appelle la menuiserie moderne, qu'il a apprise chez Ruhlmann. Bon, bien sûr, il ne s'agit plus d'ébène, d'ivoire, etc. Il s'agit de bois beaucoup plus de matériaux beaucoup plus simples, de bois locaux. Mais donc ces menuisiers, qui à la fois l'aiment beaucoup et le craignent beaucoup parce qu'il est assez terrible sur les chantiers, eh bien, apprennent à faire des choses qu'ils vont reproduire. Donc vous avez des chalets qui peuvent ressembler, pour leurs détails, beaucoup à des chalets le même, mais qui ne sont pas des chalets le même. Mais quand on invente, on est toujours copié, c'est normal. Puisque le parc est très vaste dans les années 20, peu construit, qui va très vite se remplir. Et déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des idées naissent non plus de loisirs aristocratiques, mais de loisirs populaires. Et donc des stations, par exemple, comme Courchevel, qui maintenant sont extrêmement chères, sont nées comme stations populaires. Donc là, c'est un processus de pensée, d'organisation complètement différent. C'est-à-dire qu'on applique les principes d'aménagement du territoire. Donc c'est à la fois une idée d'urbanisme moderne, mais avec des gens comme Laurent Chappy, qui vient de mourir, qui est un architecte extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faisait tous les sites systématiquement sur ses skis à pied pour apprendre vraiment comment était le terrain de la montagne, pour après dessiner avec ses collègues l'organisation des stations. Donc c'est à la fois une pensée d'aménagement moderne, d'urbanisme moderne, mais avec une connaissance absolue du terrain. Donc là, on va changer le nombre des skieurs est complètement différent, les problèmes sont complètement différents. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ce que l'on a fait avec le master d'architecture que j'ai dirigé,
c'est d'apprendre justement de cette réflexion sur la construction en montagne pour penser aujourd'hui comment bien construire dans une éthique environnementale, c'est-à-dire regarder où on met les pieds, regarder les conditions géologiques, les conditions climatiques, les conditions de vie, les changements entre modes de vie traditionnels, besoins d'aujourd'hui. Et ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui est intéressant avec les conditions rudes de la montagne, l'accumulation dans l'architecture traditionnelle d'une pensée constructive. Donc, c'est à la fois de travailler avec toute la culture, aussi bien la culture des lieux, ce qu'on appelle souvent vernaculaire, et la grande culture classique, qui est aussi dans sa forme de la Renaissance une culture moderne. Comment, à un moment historique, au XVe siècle, on invente une forme moderne de vivre et d'habiter sur un idéal antique. Donc là, il faut bien sûr se replonger dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire philosophique, mais en mathématiques, on a toujours affaire avec Pythagore, Thalès, en philosophie avec Platon, Aristote, et en architecture aussi avec une culture. Et l'architecture, je ne sais plus de qui je le relisais récemment, que l'architecture comme un des arts les plus anciens, au sens où, c'est vrai, il y a depuis la sédentarisation, il y a des choses qui vont se retrouver. Et si vous visitez des sites antiques, certains dispositifs de maisons, par exemple en Asie mineure, eh bien, on peut très bien imaginer que l'on vive dans ces maisons. Donc, des choses à la fois une culture avec un espace-temps très long, et puis des choses qui se transforment très vite entre les années 20, les années 50, la fin des années 70, 80, aujourd'hui, il y a des choses qui changent énormément. Donc pour moi, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir réfléchir à la fois sur ces sortes de permanence ou de renouvellement extrêmement lent, et en même temps sur les changements extrêmement rapides. Parce que je pense, enfin ça c'est mon expérience personnelle, si en tant qu'architecte on n'a pas appris à mettre ensemble des espaces-temps très différents, quelquefois, moi je me souviens toujours au milieu des années 60, quand je travaillais pour des gens qui me semblaient très vieux à l'époque, qui sont beaucoup plus jeunes que je le suis maintenant, ce qui m'étonnait, c'était qu'ils ne soient pas capables, d'une part, de me dire vraiment ce qu'ils étaient en train de faire dans leur projet, et puis pourquoi ils étaient si tristes de ne pas pouvoir faire des maisons comme Neutra, de ne pas pouvoir faire ceci, de ne pas pouvoir faire cela. Et je crois que c'est très très important de pouvoir à la fois prendre conscience de la réalité des choses, et en même temps de s'inscrire dans la grande culture, aussi bien de la pensée, de l'architecture. L'avantage de l'architecture, c'est que c'est concret, c'est-à-dire c'est vraiment une pensée cristallisée, mais une pensée qui se nourrit d'énormément de choses. J'aurais une question sur ce qu'était Megève avant Henri-Jacques Lemesme. Était-ce un village rural et agricole? Était-ce déjà un lieu de villégiature? Quelle en était la population? Je n'arrive pas à me figurer ce que pouvait être ce lieu avant. Merci. Alors, ça, avant la guerre de 14, ça commençait à être un lieu de villégiature. Ça commençait, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un hôtel qui, je crois, avait mis le chauffage central pour pouvoir recevoir des gens. Et puis la guerre de 14 éclate, donc ça s'est arrêté. C'était une bourgade prospère qui avait... il y avait un marché de chevaux très connu. Enfin, il y avait
c'était prospère. Hein. C'est un col qui est relativement facilement accessible. Enfin, surtout d'un côté. De l'autre côté, c'est un petit peu moins. Mais enfin, c'est quand même facilement accessible. Donc, c'était un lieu très prospère. Et ce que le MAM va réussir à faire, c'est petit à petit, il transforme les bâtiments adjacents de l'église en boutique chic. Donc, vous avez Hermès, etc. Voilà. Donc, petit à petit, d'action en action, les anciennes maisons se transforment en boutique chic. Donc, c'est vraiment petit à petit et que le centre se transforme en... Donc, il y a vraiment deux actions en même temps. Il y a la transformation du centre et puis comment il va installer ces nouvelles maisons. Donc, essentiellement, au Mont d'Arbois et à Rochebrune. Ce sont les deux grands sites avec très tôt l'installation. Oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, c'était l'installation des téléphériques. Hein. C'est pour ça que Megève va être réputé tout de suite, parce qu'il y a le fameux téléphérique du Mont d'Arbois, après il y a Rochebrune. Et bon, maintenant, il y a toute une nouvelle connexion. Maintenant, je ne peux plus skier, donc je n'ai pas vu les dernières nouveautés en remontée mécanique. Mais dans les années 80-90, Megève était un peu moins apprécié des grands skieurs parce qu'il n'y avait pas des pentes extraordinaires. Enfin bon, mais je crois que maintenant, on peut faire beaucoup plus de kilomètres qu'on pouvait en faire avant. Ah oui, j'aurais pu vous montrer aussi, j'avais des belles images. Parce que comme il y avait des chevaux, les skieurs pouvaient se faire tirer par des chevaux. Au début, ils se faisaient tirer par des chevaux avant les remontées. Donc, 33. Oui, c'est vraiment au tout début. Donc, c'est pour ça que ça devient... Il y en a déjà un tout petit peu avant la guerre de 14, puis après, c'est après la Première Guerre mondiale. Donc, les Rothschild entraînent tous leurs amis, tout ça, et puisque ça fait plus chic de parler allemand en skiant, donc voilà. Juste une question peut-être sur, mis à part la maison atelier qui a été classée monument historique, quel est l'état de conservation ou de protection des œuvres d'Henri-Jacques Lemesme? Un chalet qui a le label patrimoine du XXe siècle, un chalet avec un très bel, qui est construit assez tôt et qui a déjà un très bel espace à 2 niveaux et que j'ai montré, mais je n'ai pas eu le temps de m'arrêter dessus, sur la publication, sur la première publication en fait sur Megève avec Michel Prax. Alors par contre, le grand problème, ce sont les sanatoriums. Donc Martel de Janville est en train d'être transformé en appartement. Donc il y a une grande opération. Guébriand, l'ancien sanatorium de femmes qui est en haut, lui, c'est une sorte de colonie de vacances populaire. Donc je ne sais pas très bien comment il est conservé aujourd'hui. Alors il y avait aussi des choses qui sont un peu terribles, comme Guébriand, je ne vous ai pas montré les photos, mais il y a une très belle chapelle en béton en forme d'œuf, avec des fresques du même peintre que les fresques de Zaraga que je vous ai montrées, de Martel de Janville. Et une fois, j'y suis rentrée, enfin j'ai pu rentrer,
Et visiblement, il y avait des enfants qui jouaient habituellement au tennis dedans. Donc toutes les fresques étaient marquées d'impact de balles. Mais alors, le problème essentiel de Megève, mais comme de beaucoup d'endroits, c'est que les terrains valent plus cher maintenant que les édifices. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que comme les parcelles étaient dans le temps relativement grandes, rachètent un chalet, le détruisent pour construire quelque chose de beaucoup plus important. Donc ça, c'est un vrai problème. Et heureusement, donc la maison, le même, Théa en avait fait hériter une de ses petites nièces qui devait la garder 10 ans. Donc elle l'a gardée pendant les 10 ans. Ensuite, elle l'a revendue. Mais c'est un monsieur que je ne connais pas encore, mais qui est vraiment un amateur d'architecture. Donc il a acheté parce que c'est une œuvre d'architecte. Donc il essaye, parce que tous les meubles, etc., ont été vendus. Donc moi, c'était... Bon, je l'ai vu sans meubles et bon, c'est évident que c'est un peu triste parce que les meubles étaient vraiment faits pour l'espace de la maison. Donc la maison, bien qu'elle était à l'inventaire, l'intérieur était pas protégé. Et ça arrive souvent que même un bâtiment classé monument historique, l'intérieur n'est pas forcément protégé. Mais elle, parce que j'ai eu peur qu'elle ne disparaisse, mais elle va pas être... heureusement, elle ne va pas disparaître. Parce qu'on a vu un chalet qui était en très bon état, pas à Megève, un peu plus loin, et qui avait été racheté et permis de démolir. Bon, il y a eu toute une bataille, mais en fait, il a été démoli. Donc ça... Mais c'est un vrai problème. Il va y avoir un autre problème, c'est que même si le même était très attentif pour double fenêtre, bon, toujours protection thermique, etc., mais qui à l'époque sont moins efficaces qu'aujourd'hui, si on commence et c'est déjà arrivé sur certains chalets, dont le fameux petit Schlamm, si on commence à mettre tout autour, à le transformer en bouteille thermos, bon, ça va pas. Parce que tout le chic, c'est vraiment... bon, l'espace est toujours très très bien pensé, mais tout le chic des petits détails, des petites peintures, ça disparaît. Et quelquefois, c'est un peu stupide, il suffit de remettre, au lieu de changer complètement les fenêtres, de mettre un élément de doublage intérieur. Enfin, bon, Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Si, beaucoup, mais bon, c'est toute la deuxième partie de sa carrière, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il est nommé architecte de la reconstruction de Savoie. Après, il est nommé architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux. Bon, bien qu'il ne soit pas prix de Rome, mais comme il a quand même pas mal de cartes en main. Et donc, après, bien sûr, il va faire beaucoup de bâtiments publics et aussi de recherche sur l'industrialisation. Toujours en parallèle avec son vieil ami Abraham, qui lui fait la reconstruction d'Orléans avec toute une recherche d'éléments préfabriqués. Donc il y a vraiment un travail commun entre les deux. Et ça, c'est encore toute une... Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans ce personnage, c'est que, parti d'un enseignement extrêmement classique aux Beaux-Arts, quand il fait le prix Rougevin, il est chez Pont-Trémoli, il va savoir penser
tous les changements de commande, tous les changements de production. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, avec une culture du regard très, très classique, mais à la fois complètement imprégnée de la modernité du XXe siècle, et une inventivité, alors aussi bien dans les questions de détail, parce que moi je me souviens, il me disait, quand il parlait de certains de ses anciens employés, oh ben celui-là n'est pas resté longtemps, parce que, je sais pas, il revenait le soir donc, de ses chantiers, et puis au lieu d'avoir une vingtaine de déclinaisons d'un plan, bah, il y avait juste un ou deux petits dessins. Donc ça n'est pas. Donc une inventivité permanente à toutes les échelles. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Non, il n'a pas travaillé sur des plans d'urbanisme, mais il a travaillé, par exemple, sur les grands lycées de Gap et surtout d'Embrun. Donc, c'est vraiment je ne sais plus de quand, c'est années 60, donc c'est des choses très, très grandes. Donc là, il y a toute la réflexion avec un terrain extrêmement en pente. Donc là, il y a vraiment toute une série de projets, de possibilités d'aménagement. Et bon, c'est pas un projet d'urbanisme, c'est vraiment un projet de très grande échelle. Et c'est extrêmement intéressant. Il y a une habileté de la troisième dimension qui est vraiment extrêmement intéressante. Merci à vous. Oui, plus de questions. Merci à vous, vraiment. Madame Franck, est-ce que vous voulez... Le mot de la fin, c'est d'abord merci beaucoup pour cette présentation qui nous a permis de compléter notre connaissance de cet artiste, parce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un artiste. Après avoir vu l'exposition, vraiment, on a un complément qui nous enrichit beaucoup. Et puis, bon, bah, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir sur d'autres expositions, peut-être, qui auront été produites par d'autres CAUE. Voilà, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les CAUE font et créent des expositions et ils les font circuler au travers du réseau. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci à vous d'avoir été présents.